Dans cette vidéo, on va parler des 10 erreurs que les éleveurs doivent éviter à tout prix. Être éleveur, ce n'est pas simple. Ce n'est pas que mettre mal une femelle et avoir des bébés. La cynophilie n'est pas une science qui s'apprend à l'école, malheureusement. Donc on est tous un petit peu autodidactes. Quand on a la chance d'avoir fait une école vétérinaire, les choses sont un peu plus simples du point de vue technique. Mais être éleveur, c'est aussi savoir gérer, comprendre un peu l'économie, communication. C'est une affaire complexe. Et c'est de ça qu'on va parler. Pour essayer d'éviter que cette vidéo soit trop longue, j'ai décidé de prendre comme guide les 10 choses que tout éleveur, débutant ou pas, devrait savoir. Je parlais de 10, j'aurais pu parler de 30. Donc j'ai essayé de mettre les 10 qui sont un peu complémentaires. Et c'est de ça qu'on va parler tout au long de cette vidéo. Viens avec moi, j'explique dans le chemin. Bien le bonjour, je suis Mauricio Veto, et c'est ma chaîne La Mie des Bêtes. Aujourd'hui, on va parler des 10 choses que tout éleveur, débutant ou pas, devrait savoir. Première erreur, vivre au jour le jour sans établir des routines. On va commencer par la première. L'élevage, sont des routines. Tout est routinier en élevage. Le chien a besoin de routine, de repères. Nous, comme éleveurs, nous avons aussi besoin de repères. Donc on fait des routines d'ouverture, des routines de fermeture, qui font des routines journalières, des routines hebdomadaires, qui sont représentées par les détections de chaleur, nettoyage à fond, vide sanitaire, puisque le nettoyage c'est tous les jours, et des routines mensuelles pour prendre en compte le développement de la portée avec leur vermifugation, vaccination, etc. Les routines saisonnières et les routines annuelles qui finissent avec les vaccins annuels et d'autres procédures. Parallèlement, il y a toute une gestion administrative qui doit être aussi approchée au jour le jour et, si possible, ne pas laisser des choses pour le lendemain quand on peut régler hier. En tout cas, l'idée d'avoir des routines est très importante. La deuxième erreur, se prendre pour un salarié. L'éleveur n'est pas un employé qui reçoit mensuellement un salaire. Donc attention, quand on se voit avec le résultat de la vente d'une portée, et on se sent les poches pleines, mais elles ne sont pas pleines, parce qu'il ne faut pas confondre chiffre d'affaires avec résultat net, déjà, parce qu'il y a toutes les charges à être prises en compte, et il y a évidemment l'énorme variation d'entrée d'argent qu'un élevage peut avoir. Si on a 3-4 portées par an, il faut faire avec ça pour toute l'année. Donc l'idéal serait de serrer la ceinture en première année. Tout ça est très théorique, mais dans la mesure du possible, si on réussit à faire ça à 60% par exemple, c'est plus simple pour l'année suivante et après l'année suivante. Si on réussissait à serrer la ceinture la première année, on utiliserait ce qu'on a comme bénéfice net pour distribuer pour les 12 mois suivants. Et là, on commence à avoir des résultats plus sûrs. On sait que si les choses ont bien marché cette année, on aura une année suivante qui est plus confortable que s'il faut qu'on fasse attention. Donc ce sont des petits détails qui font toute la différence. Troisième erreur, mener son élevage comme un hobby, comme un passe-temps. Troisième chose, être éleveur, c'est un choix de vie. Ce n'est pas une profession dans le sens classique. Parce que vous ne travaillez pas de 9h à 5h, 5 jours par semaine. Il y a des moments où il faut que vous soyez présent indépendamment de l'heure, indépendamment du jour. Même veille de Noël, au jour du mariage, s'il y a une urgence, vous êtes là pour la régler. Disait Antoine de Saint-Exupéry, vous devenez responsable de ce que vous captivez. Et vos chiens sont vos dépendants. Ils dépendent de vous pour tout. Pour boire, pour manger, pour vivre. Pour les bébés, c'est la même chose. Donc il faut que vous soyez là. Ça, c'est le côté délicat. Il y a un côté qui est agréable. Et qui est comme toute affaire agricole, et le chien n'est pas autre chose qu'une affaire d'ordre agricole, vous avez le temps choisi. C'est-à-dire, vous pouvez
En dehors de vos urgences, vous pouvez régler votre journée de façon à avoir le temps disponible pour aller chercher vos enfants à l'école, pour aller aider vos enfants à faire les devoirs, pour passer du bon temps en famille, pour faire une petite sortie. Et donc, ça, c'est le bon côté de l'élevage. Quatrième erreur, choisir ses reproducteurs avec le cœur. Le choix des reproducteurs va dicter la qualité de vos produits. Vous devez être précis et vous devez penser avec la tête et pas avec le cœur. Il y a un dicton arabe qui dit que quand vous voyez un cheval qui est gagnant et vous intéresse, au lieu de regarder ses produits, vous devriez regarder ses parents. Ceci parce que le père et la mère du cheval gagnant ont fait ce cheval. Donc si vous prenez le fruit de ce produit, vous êtes dans le pôle génétique à 100%. Tandis que si vous prenez un fils de ce cheval, vous n'avez que 50% de ce pôle génétique. Même si la femelle elle peut être bien par ailleurs, elle peut ne pas compléter le mâle comme on aimerait qu'il soit le cas. Et en tout cas, la qualité de vos reproducteurs va dicter la qualité de vos produits. Le choix des lignées, le choix de mâles comme des femelles. Parce que dans la génétique, dans la transmission génétique, à 50-50. Même si on veut être très très précis, la femelle a une petite importance en plus dans la mesure où elle s'occupe des bébés. Et donc elle transmet au bébé sa façon d'être un chien. Cinquième erreur, vivre comme un ermite. Cinquième chose, l'importance de se remettre en question. Être éleveur de chiens est un métier isolé. Vous êtes dans votre cocon, avec votre élevage, avec vos reproducteurs, avec vos produits, avec vos clients, avec vos fournisseurs. Et difficilement vous réussissez à prendre du recul suffisamment pour bien juger ce que vous êtes en train de faire. Donc, il est important de ne pas tomber dans le piège de se voiler les yeux quand il y a un problème ou de se saluer de façon superlative quand vous avez un succès. Et se remettre en question est très important. Sixième erreur, éviter les expositions. Les expositions canines sont des vitrines qu'on ne doit pas négliger. Moins par les résultats que par l'échange même avec d'autres éleveurs. C'est le moment où on se retrouve, où on montre ce qu'on fait, et on voit ce que les autres font, on compare, on tisse éventuellement des liens. Et cet aspect est très important justement pour sortir de ce cocooning que je venais de dire intérieurement. Et donc utiliser les expositions, moins au niveau des résultats, parce que on sait qu'on sont les juges, la nature humaine, les histoires de trafic d'influence. Donc c'est histoire de voir, d'échanger, de profiter un petit peu du bon moment avec des gens qui ont la même passion que vous. Septième erreur, mépriser les relations de voisinage. On va parler des gens qui n'ont pas la même passion que vous maintenant. Attention aux voisins. C'est un détail, mais un mauvais problème de voisinage peut foutre tout en l'air. Donc il vaut mieux prévenir, il vaut mieux prévoir le problème et avoir une bonne relation avec ses voisins immédiats. Ne serait-ce parce que vous pouvez faire l'exercice de se mettre à la place de l'autre. Et évidemment, un élevage canin, il peut gêner spécialement par les nuisances sonores. Donc être attentif à ça, faire attention pour, dans la mesure du possible, rentrer les animaux qui sont plus bruyants, penser aux voisins. Indépendamment de quel soit l'espace de manœuvre qu'on a, prendre ça en considération. Parce que quand ça va bien, on n'y pense même pas, mais quand ça va mal, ça peut vraiment causer des dégâts. Huitième erreur, choisir la nourriture par le prix. Les bons produits font des bons résultats. Donc avoir des bons fournisseurs. Encore un dicton, je suis en train d'utiliser trop de dictons dans cette vidéo, mais on est ce qu'on mange. Donc si vous donnez une mauvaise nourriture, vous allez avoir des résultats qui ne sont pas à la hauteur de ce que vous attendez. On parle de quantité de produits, on parle de chiens en bonne santé, on parle même de taille, de portée. Et donc en nourriture, en qualité de la marque de vaccin, de vermifuge, en bon rapport avec un bon vétérinaire qui connaisse son métier et qui comprennent surtout la spécificité de l'élevage. Rien de pire qu'à amener un chien pour une césarienne à 3h du matin et le vétérinaire vous reçoit avec une tête de quelqu'un qui travaille à la poste. Donc il y a tout ça à prendre en considération. Et vous rappelez que techniquement vous choisissez le mieux de ce que vous pouvez et après vous pouvez négocier l'aspect financier
avec les différents fournisseurs, et même avec le vétérinaire, hein, parce que vous n'êtes pas un client comme les autres. Un client comme les autres, c'est madame telle ou monsieur tel qui a un petit chien c'est votre client, hein, le client type. Mais vous n'êtes pas seulement un très très bon client qui revient tout le temps, mais en plus vous avez plusieurs chiens, et encore en plus, et ça c'est la cerise sur le gâteau, vous êtes un créateur de clientèle. Alors je vous dis, les vétérinaires qui vendent leur clientèle quand ils arrivent à la retraite, un budget important à la hauteur de la clientèle qu'ils ont, vous créez la clientèle. Donc vous vendez un chiot, vous créez un nouveau client pour votre vétérinaire qui vous éventuellement vous indiquez. Et donc tout ça a son poids au moment de négocier les aspects financiers. On pourra développer ça à un autre moment. 9e erreur, mépriser le service après-vente. Très important sujet. Un bon SAV règle n'importe quel problème. SAV, c'est du service après-vente. Le service après-vente commence avant la vente. Quand vous recevez le client, vous expliquez les choses, vous parlez des problèmes, vous utilisez éventuellement la vidéo que j'ai faite sur l'arrivée d'un petit chien à la maison. Une vidéo complètement inespécifique, on ne parle de rien, je ne vends rien, je ne propose rien, et ça peut servir d'appui pour ce cas-ci. Mais vous couvrez tous les risques qui éventuellement peuvent être encourus, et vous confortez votre client dans l'idée que vous êtes un interlocuteur fiable. Votre chien est un petit chien de qualité, et il fait bien de vous faire confiance en prenant le petit chien. Aussi, vous êtes sincère. Vous mettez le chien sur la table, vous examinez le chien devant votre client et vous montrez les points positifs, les points négatifs. S'il y a un défaut d'insertion de queue, vous devez lui dire. S'il a un petit défaut de mâchoire, le client doit savoir. Il ne doit pas prendre ça chez son vétérinaire quand il l'amènera pour la première consultation. Parce que c'est là qu'il perd la confiance en l'éleveur. Une fois que le petit chien arrive à la maison, vous attendez 2 jours, 3 jours, et vous lui passez un coup de fil, vous lui envoyez un message pour savoir comment va le chien, si tout va bien, s'il y a des doutes. Soyez chaleureux, soyez attentif à votre client, vous avez tout à y gagner. Et les problèmes, ils se règlent au départ dans des cas comme ça. 10e erreur, mépriser les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont incontournables comme vitrine déjà, parce qu'en temps de pandémie, en temps où les choses sont un peu violentes, c'est normal que les gens ne veuillent pas recevoir des visites d'élevage chez soi, et qu'on fasse un tour virtuel chez Instagram ou dans Facebook, et un tour virtuel d'élevage montrant les installations, montrant les reproducteurs individuellement avec des vidéos dans son meilleur côté, c'est toujours bien, montrant de façon simple, mais de façon profonde, votre optique d'élevage, votre philosophie d'élevage, aussi votre relation avec des clients, parce que tout ça, c'est une boule de neige. Alors, quand vous êtes éleveur depuis des années, le client qui se demande s'il va acheter chez vous, il va pouvoir voir la bonne relation que vous avez entretenue avec des gens qui ont acheté la portée intérieure, et les portées intérieures, et voir que vous êtes quelqu'un de sérieux, et que les clients sont restés, et qui continuent à vous suivre. Et donc, c'est quelque chose de très bien. Et il y a un autre aspect aussi, c'est l'étendue des contacts avec les réseaux sociaux. Or, dans les années 80, début des années 90, pour disponibiliser une portée, il fallait mettre des petites annonces qui ne réussissaient pas à toucher plus que les gens qui allaient à la boulangerie prendre du pain. Or, aujourd'hui, vous atteignez des clients qui sont partout dans le monde. Et donc, c'est ça les 10 choses que j'ai voulu mettre dans cette vidéo. Comme j'ai dit, ils auraient pu être 30 choses, mais bon, il ne faut pas que la vidéo soit trop longue. Mais il y a des bonnes choses qui viennent. Parce que avec le développement de la chaîne, je vais pouvoir commencer à faire des lives, commencer à avoir maintenant j'ai réussi à débloquer la section communauté où je peux déjà communiquer des choses à court terme, des idées, des petits projets. Et on va avancer encore. Beaucoup grâce à vous, grâce à votre like, grâce à votre inscription sur le canal qui est une forme d'appuyer. C'est simple, c'est gratuit. Et ça nous permet de montrer à l'algorithme de YouTube quels sont les gens qui peuvent avoir l'intérêt potentiel en ce canal. Et alors, ils divulguent. YouTube s'occupe de divulguer le canal et c'est comme ça qu'on devient plus grand. Et grâce à vous. Et merci à vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.